Et je vais maintenant le mettre en direct sur Facebook. Ça va démarrer dans quelques secondes. Nous sommes bien en ligne. Et puisqu'il est 20 heures, je vous propose que nous débutions. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce conseil communal, le dernier de l'année 2021 et celui qui marque la moitié de cette législature. Nous allons débuter. Je vais d'abord commencer par excuser M. Devresse et M. Nassogne. Messieurs Dewey, Deville et Rosière devraient nous rejoindre en cours de conseil. Et un petit peu hors de l'ordinaire, ce conseil commence par une interpellation citoyenne, celle de M. Émilien Nicolas. Pour rappel, conformément au règlement d'ordre intérieur du conseil communal, l'interpellant a 10 minutes pour formuler son interpellation. Le collège communal dispose de 10 minutes pour lui répondre. Et enfin, un droit de réponse à l'interpellant de 2 minutes est également prévu avant que nous poursuivions avec l'ordre du jour du conseil communal. Et donc, Monsieur Nicolas, je vous invite à débuter et à nous faire part de votre interpellation. Merci beaucoup. Monsieur le bourgmestre, Madame et Messieurs les membres du collège communal, Mesdames et Messieurs les membres du conseil communal, permettez-moi de vous interpeller ce soir au nom d'un collectif de citoyens à propos du projet de nouvelle école que vous envisagez. Le 28 avril dernier, l'information que nous donnait la télévision locale nous a laissé stupéfaits. La création d'une nouvelle école à Spontin, pour regrouper les établissements de Dorine et de Spontin, voués à disparaître. Tout cela s'inscrivant dans un budget de 4 millions d'euros. Vous aurez compris que les citoyens qui m'ont investi de cette mission ne sont pas favorables à ce projet de regroupement des 2 établissements scolaires. Et mon propos se déclinera en 3 parties. Le premier, l'école, entité intégrante d'un village. Le deuxième, la consultation populaire. Et la troisième, le plan alternatif. Le premier point que nous voudrions développer est celui qu'une école n'est pas une entité indépendante d'un village qui peut se délocaliser du jour au lendemain sans conséquence. La réalité d'un petit village n'est pas la même que celle des plus grosses entités, et cet aspect n'est malheureusement que trop peu considéré dans ce dossier. Pour prendre l'exemple de Dorine, son école est un établissement dont l'attraction a augmenté de manière significative ces dernières années et qui compte une centaine d'élèves de la pré-maternelle à la 6e primaire, avec des enfants venant de Dorine et de nombreux villages voisins. Les clés de son succès provient avant tout de la qualité professionnelle et pédagogique des enseignants qui est reconnue par tous, une grande disponibilité et un accompagnement individualisé. Mais les parents ne sont pas non plus étrangers à la réussite de l'établissement. Ils se sentent proches entre eux et vis-à-vis de leur école. Alors naissent des valeurs aussi importantes que la solidarité, le volontariat, la rencontre, qui parfois se muent en amitié. Bref, c'est une école à taille humaine qui évolue dans un environnement social épanouissant, dans lequel les enfants et les parents se connaissent, se reconnaissent et s'entraident. Une école comme celle de Dorine est au cœur du village. Mieux, elle est le cœur du village. Elle est un acteur de la vie rurale. Elle a une histoire, donc une identité. Elle est un cœur qui bat et qui rythme le quotidien de tout un chacun. Elle favorise le rapprochement, la rencontre, la mobilisation, la création de liens, le sentiment d'appartenance. Bref, elle est un moteur du vivre ensemble dont vous devriez vous féliciter. Nos interrogations sur ce premier point sont les suivantes. Nous redoutons d'abord que dans une configuration plus grande ou plus impersonnelle, de perdre en qualité pédagogique et humaine. Il faut savoir que les parents sont à la recherche de modèles structurels plus modestes pour leur confier leur enfant. Nous appréhendons également la fracture sociale qui se créera indéniablement entre la vie rurale et celle de l'école. Les animations des comités scolaires perdront l'engouement des villageois qui ne se reconnaîtront plus dans cet établissement. Cela conduira inévitablement à un déclin des apports financiers pourtant essentiels à l'heure de la gratuité scolaire obligatoire.
Enfin, car c'est aussi notre affaire en tant que citoyens, nous ne comprenons pas que vous fassiez la part belle aux investissements surdimensionnés, alors que votre programme électoral voulait davantage privilégier les dépenses conduisant à des économies de fonctionnement. Concernant le deuxième point de la consultation citoyenne, l'exercice auquel je me livre ce soir, c'est-à-dire l'interpellation de nos responsables politiques locaux, c'est une avancée en termes de démocratie participative. Vous n'êtes pas tenu légalement de recourir à la consultation populaire avant d'entamer un chantier qui relève de l'intérêt général. Toutefois, nous désirons tout de même qu'aujourd'hui, vous réalisiez un exercice d'humilité en reconnaissant devant la population qu'il y a eu des manquements importants dans la gestion de ce dossier. La situation sanitaire de cette année particulière ne peut pas excuser l'absence totale de consultation durant cette procédure. À l'heure de la digitalisation, une consultation plus précoce des citoyens était tout à fait réalisable et indispensable pour un projet d'une telle envergure. Alors certes, la commune s'est bien fendue en septembre 2021 de réunions d'information. Toutefois, loin de la consultation, ces réunions ressemblaient davantage à la présentation à la population de faits accomplis. Les réunions avec les acteurs de la construction étaient déjà entamées. L'aménagement cyclable entre les deux villages était déjà acté. Dans son programme électoral, le groupe La Relève écrivait vouloir améliorer fortement l'information des habitants, tant sur le fond que sur la forme, et consulter la population de manière systématique et tenir compte de son avis. Reconnaissez que vous vous êtes bien éloigné de ces vœux pieux. Votre mutisme sur ce dossier ne peut être justifié, tant vous avez reçu des appels à considérer l'avis de la population. D'abord, M. Custine, lors du conseil du 26 avril, a demandé de réaliser sans délai une consultation citoyenne avant le lancement de l'étude. Vous ne pouvez non plus ignorer la pétition de notre collectif citoyen qui a recueilli plus de 200 signatures à ce jour. Et vous avez été sollicité à 2 reprises par la presse à ce sujet. Certains citoyens se sentent frustrés, d'autres lésés, d'autres encore manipulés. Mais tous sollicitent votre réaction sur ce que nous estimons comme un manque de considération à leur endroit. Enfin, concernant l'absence de plan alternatif, en dépit de ce qui semble votre certitude qu'il n'existait que cette solution, c'est-à-dire le regroupement des écoles, nous pensons qu'une autre alternative aurait pu et même aurait dû être envisagée et surtout communiquée à la population. Les infrastructures actuelles des écoles ne sont plus adaptées, notamment face au nombre grandissant d'élèves. Cependant, leur rénovation aurait été plus économique, plus écologique et plus encline à satisfaire ceux qui souhaitent faire perdurer l'école de leur village et son âme. Nous pensons qu'une étude de faisabilité approfondie visant à rénover et à agrandir les infrastructures existantes doit être envisagée avec sérieux. Plusieurs projets similaires ont d'ailleurs été réalisés dans la commune, tels que l'extension récente de l'école d'Évreuil. Pour cette école d'Évreuil, une extension moderne comprenant une grande classe, des toilettes et un grand réfectoire a été réalisée sur 4 arts de terrain pour un montant de 670 000 €. À titre d'exemple, le bâti actuel de Dorine occupe 6 arts sur un terrain total de 20 arts. Il nous reste donc 14 arts de disponibles pour une extension et un aménagement de l'espace. La place ne manque donc pas dans les structures actuelles. Une étude de faisabilité complète est également essentielle afin de pouvoir comparer les différents projets de façon objective. Lors du conseil communal du mois dernier, vous avez présenté un tableau comparant la situation actuelle des écoles avec le nouveau projet. Ceci n'est pas une comparaison objective du problème. Par exemple, votre argument principal contre les bâtiments actuels est celui de la perte énergétique. Lorsque l'on chauffe des infrastructures comprenant des modules, des préfabriqués, nous ne sommes pas étonnés que la facture énergétique soit élevée. C'est comme placer un radiateur dans une boîte en carton. Par ailleurs, comme vous prévoyez de vendre les bâtiments de ces 2 écoles, le problème énergétique ne fait qu'être reporté aux futurs propriétaires. Faire de l'écologie en revendant les bâtiments les plus énergivores n'est certainement pas en adéquation avec les discours écologiques d'aujourd'hui qui prônent une rénovation et une isolation des bâtiments existants plutôt que la construction de nouvelles structures. À ce titre, nous jugeons qu'une extension de l'école existante dans une zone bâtie aura un impact écologique bien moindre que ce projet démesuré. Loin d'être utopiste, cette rénovation des bâtiments existants est tout à fait envisageable et ce, dans un respect des normes énergétiques actuelles, comme en témoigne le projet proposé par l'architecte Nicolas Godelet de Dorine, que nous avons reçu comme vous ce week-end. Ce projet éloquent ne fait que légitimer notre intervention de ce soir. Enfin, nous déplorons le manque de considération d'un plan alternatif aux subsides européens.
Cela fait presque 10 ans que nos enfants se trouvent dans des modules et aucun projet de rénovation n'a été prévu depuis lors. Il est indispensable à nos yeux de considérer les alternatives concrètes à un refus potentiel de subsides afin que nos enfants ne restent pas 10 ans de plus dans ces modules. Pour conclure, nous sommes intimement convaincus qu'une consultation des citoyens parmi les plus concernés, non seulement pour éviter des frustrations légitimes, mais également pour tendre vers l'excellence du projet, aurait été favorable à un tel dossier. Aujourd'hui, sans présager de ce qui peut encore être fait pour satisfaire vos concitoyens désabusés, gageons que notre interpellation servira aussi l'avenir lorsqu'il s'agira encore d'appréhender des projets de cette ampleur. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci, Monsieur Nicolas. Et je passe la parole à Patrick Évrard pour la réponse du collège. Patrick Évrard qui va immédiatement passer la parole à Chantal Éloin qui va... Mes excuses. Non, il n'y a aucun souci, mais c'est Chantal qui va effectivement répondre à cette interpellation. Merci, Monsieur Nicolas, pour votre intervention argumentée, d'autant plus que je sais bien que vous êtes un acteur extrêmement actif au niveau de l'école de Dorine, ce dont je vous remercie. En fait, je vais essayer de vous partager simplement le cheminement que nous avons eu pour la situation scolaire de Dorine Espontin. Au départ, la réflexion est exclusivement pédagogique. Je suis au sein du collège communal, celle qui a été enseignante et formatrice d'enseignants toute ma vie. La commune a une longue tradition de soins de ces écoles. Pour moi, les conditions de travail de l'équipe éducative et surtout la formation des enfants et des jeunes, c'est une priorité sociale et sociétale. Nous étions devant deux réalités contradictoires. D'une part, notre système scolaire belge francophone est considéré comme un des plus coûteux et des plus inégalitaires des pays de l'OCDE. Et dans ce cadre, la Fédération Wallonie-Bruxelles a choisi de professionnaliser son système éducatif et a construit dès 2015 avec les PO et les syndicats le pacte pour un enseignement d'excellence qui s'intègre progressivement dans notre système scolaire. Dans nos écoles, nous avons par exemple des plans de pilotage que vous connaissez avec leurs contrats d'objectifs qui sont évalués par l'équipe éducative tous les ans, tous les 3 ans par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dorine et Espontin en ont finalisé un plan commun. Parallèlement, sur ces 3 dernières années, nous observons des évolutions décrétales de fond pour développer ce qu'ils appellent une école pour tous et un tronc commun jusqu'à 15 ans. Des nouvelles exigences de programmes, des compléments au niveau des programmes, au niveau artistique, culturel, faire venir des spectacles, des artistes, au niveau numérique, tant au niveau de l'usage que les rudiments de programmation, l'apprentissage des langues plus précoces, probablement que ça va commencer dès la 3e primaire, l'augmentation des heures d'éducation physique. Concrètement, par exemple, dès septembre 2022, les écoles devront être inclusives, c'est-à-dire intégrer tous les PO, tous les enfants, à besoins spécifiques. L'enseignement spécialisé nous aidera sur le terrain avec les pôles territoriaux. Chaque enseignant doit intégrer dans une plateforme officielle ses actions, les aménagements raisonnables effectués pour chaque enfant à besoins spécifiques, qu'ils aient une maladie, un handicap physique, des troubles de comportement, des retards légers d'apprentissage, des dysfonctionnements. Bienvenue donc à tous les enfants dans les écoles de nos villes et de nos villages. Fini ces trajets en bus pendant des heures pour ceux qui ont des difficultés. Notre PO est très attaché à cette dimension inclusive. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que les 2 bâtiments scolaires de Dorine et de Spontin sont inadaptés en fait. Ils hébergent vos enfants actuellement, mais ne permettent plus de répondre aux exigences demandées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. La configuration des lieux ne donne pas de possibilité concrète de se projeter dans la pédagogie du XXIe siècle. À Dorine, par exemple, puisque vous le souhaitiez le souligner, il est difficile de travailler en atelier avec l'utilisation des outils numériques par manque d'espace. Il y a peu de possibilités de travail de recherche, de création par manque d'espace. Il y a peu de possibilités de travail en 5-8. D'énormes difficultés d'inclure des enfants à besoins spécifiques par configuration des lieux, tant l'espace, les escaliers, etc. Il n'y a pas de salle de sport, pas de salle de prof pour le travail collaboratif, quasi pas de lieu commun pour les repas et l'accueil extrascolaire. L'équipe éducative, comme vous le dites, monsieur, bien sûr, redouble d'imagination
de créativité, d'engagement, de patience pour faire face à la situation avec une détermination qui force l'admiration. Nous avons donc eu une concertation avec les enseignants en septembre 2020 pour les 2 écoles réunies et leur direction. Le PV de cette rencontre, c'était l'école pédagogiquement rêvée. Celui-ci a servi de base à la construction du cahier de charges du marché public dans le choix d'un architecte auteur de projet. Le directeur y a participé au jury pour le choix de l'auteur de projet et sert de relais avec son équipe éducative. La question suivante que nous nous sommes posée et qui est question au cœur un petit peu de votre interpellation. Où va-t-on construire cette école? Face au fait que les 2 implantations existantes ne peuvent pas répondre aux exigences pédagogiques actuelles et futures, qu'il s'agit de beaux bâtiments patrimoniaux que nous n'allons quand même pas détruire pour construire une nouvelle école, nous sommes partis de l'idée que pour nos villages du plateau condrusien, nous pourrions tenter de participer à ce concours européen pour obtenir des finances que la Fédération Wallonie-Bruxelles n'a pas. Nous voulons offrir aux enfants, à leurs familles, un service scolaire communal complet en fonction des exigences de formation du XXIe siècle, avec une conception de l'espace de formation qui permet une pédagogie active, de recherche d'informations et inclusive. Le management y serait plus aisé pour la direction d'école. Nous pourrions mutualiser une vraie salle de sport pour les habitants des 2 villages. Nous disposerions d'espaces communautaires dignes de ce nom pour les moments collectifs comme repas, ATL, stages pendant les vacances. Nous avons donc analysé avec le service urbanisme les localisations possibles. Un terrain communal dans une zone à bâtir qui a du terrain, parce que dans la pédagogie de nos écoles, il y a les classes du dehors, le besoin de connexion avec la nature. En fait, nous n'avions pas de choix réel. Alors, nous avons été informés, et bien sûr, vous le dites, monsieur, des difficultés socioculturelles que cela posait. Sans pouvoir montrer avant le 15 décembre les plans de l'architecte, il nous a paru difficile de réaliser une réunion de concertation avec les habitants sans avoir l'ensemble des données, les exigences européennes, les esquisses de l'architecte par exemple. Mais peut-être avons-nous eu tort, effectivement. Nous n'avons pu faire que des réunions d'information, comme vous le dites très exactement. La question, et la dernière, c'était où va-t-on trouver les finances? L'Europe, dans le cadre de son plan de relance et de résilience, a injecté de l'argent en Fédération Wallonie-Bruxelles pour les bâtiments scolaires, dont nous avons eu vent par la presse début 2021. Une lettre en juin du CECP nous informait que oui, quelque chose allait sortir avec les critères européens de lutte contre le changement climatique, c'est-à-dire les normes QZEN-20, c'est-à-dire des bâtiments en fait zéro énergie, voire qui produisent de l'électricité, de l'énergie, excusez-moi. Seuls ces bâtiments seront dorénavant subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une concertation a eu lieu avec la Fédération Wallonie-Bruxelles pour savoir si les écoles en milieu rural avaient une quelconque chance d'obtenir des subsides européens. La réponse fut positive. Et ce n'est que fin octobre que nous avons eu la circulaire officielle, les conditions exactes et la plateforme pour remplir ce dossier administratif assez complexe qui devait être rentré 2 mois plus tard. Plusieurs membres du personnel communal, sous la houlette de sa chef de projet, ont cru dans ce projet, se sont lancés dans la recherche et l'étude de la documentation pour remplir ce dossier européen. La procédure de choix de l'architecte se poursuivait. Chacun, particulièrement le personnel des marchés publics, retenait son souffle. Y aurait-il un recours d'un autre architecte? Y aurait-il un refus de la tutelle? Et ce n'est que le 15 décembre que nous avons eu la fin de ce long périple administratif. Juste dire que pour un pouvoir public, ce n'est pas une mince affaire que ces parcours administratifs et que pendant ce temps-là, ils ne peuvent pas concerter. Nous tenons d'ailleurs à remercier ce personnel communal pour son investissement et sa compétence. Les ministres d'Ardennes et Cruc ont été clairs sur les finances de la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles pour ces 10 prochaines années. Pas simple, c'est juste un euphémisme. C'est aussi ce qui nous a poussé à tenter le coup, malgré les difficultés que vous aviez exposées, que nous avions entendues. On aurait sûrement pu faire mieux, discuter plus, concerter mieux peut-être, certainement, mais croyez en tout cas que la formation de vos enfants aux enjeux du XXIe siècle,
Leur bien-être ainsi que celui du personnel éducatif et de sa direction ont été et sont nos principales préoccupations. Merci Chantal. Monsieur Nicolas, vous disposez maintenant de 2 minutes pour réagir à la réponse que vous venez d'avoir à votre interpellation. Je vous en prie. Bien, merci beaucoup en tout cas, Madame Elouin, pour vos réponses. La première chose que je voudrais quand même insister, c'est que bon, malheureusement, on n'a pas encore réellement de réponse quant à l'absence totale de concertation sur ce projet. Le problème, c'est qu'on insiste énormément sur ce projet européen. Et je me permets quand même, parce que c'est important que la population entière le sache, que c'est au Conseil communal du 26 août 2019 que vous avez, lors de la présentation de votre plan stratégique transversal, évoqué la première fois l'existence de la fusion des deux écoles de Dorine et de Spontin. Et vous aviez donc 2 ans devant vous pour faire des consultations, des concertations de citoyens et donc prendre les idées à gauche et à droite. Et il semble que c'est juste ici maintenant, quand il y a une manne d'argent européenne, que tout d'un coup vous dites « Ah oui, on ne pouvait pas faire de concertation parce que le projet européen était débuté ». Mais mettre le projet européen, parler de la localisation de l'école, etc., c'est déjà pour nous mettre la charrue avant les bœufs. Et j'espère que vous avez compris aujourd'hui que nous sommes la première chose, et sans doute la plus importante, c'est que, évidemment, nous voyons nos enfants tous les jours dans des préfabriqués. Nous voulons évidemment une amélioration des structures pour nos enfants, mais sincèrement, voilà, ce projet européen était peut-être une des hypothèses, mais il y avait d'abord, avant tout, une consultation des citoyens, une concertation des citoyens pour essayer d'apaiser leurs craintes, essayer de prendre des idées à gauche et à droite. La deuxième chose, là où on ne vous rejoint pas non plus, c'est l'existence d'un plan alternatif. Et je vous invite véritablement à visualiser le plan de Nicolas Godelet qu'il a envoyé ce week-end, prouve à 100% que la taille exacte de la nouvelle école peut être transvasée exactement à l'école de Dorine, qui est localisée exactement au centre du plateau du Haut de Spontin et du Haut de Dorine, c'est-à-dire une localisation parfaite pour accueillir ces enfants de façon extrêmement, et comme vous dites, dans une perspective inclusive, numérique et autre chose. Enfin, concernant la salle de sport, là, on ne se rejoint pas tout à fait non plus. Il y a une nouvelle salle de sport qui va être faite à Purnode, à moins de 900 mètres. Je vous rejoins ici vos arguments des moins de 900 mètres. Il est quand même aisé de conduire nos enfants avec un bus scolaire qui était également dans votre programme d'ailleurs électoral. Pour moins de 50 000 euros par an, vous avez un bus scolaire qui dessert l'entièreté de la commune. Pour nous, il n'est pas indispensable d'avoir un bus, d'avoir une nouvelle, absolument une salle de sport qui est votre argument, un de vos arguments phares. Mais ceci dit, je vous remercie quand même de vos réponses. Merci beaucoup. Et merci à vous pour votre interpellation. J'en profite pour rappeler à celles et ceux qui nous regardent en live sur Facebook que les conditions pour intégrer une interpellation sont prévues dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal et sont consultables en tapant sur Google Règlement Conseil communal Commune d'Ivoire. Vous trouverez toutes les règles pour rentrer une interpellation dans ce document-là. Et donc, merci. Cette interpellation étant terminée, nous allons pouvoir rentrer dans l'ordre du jour à proprement parler du Conseil, en commençant par les points d'information. Et je passe la parole à Patrick. Merci Alexandre, merci à Monsieur Nicolas aussi, je le dis aussi à titre personnel. Mais par contre, je vais demander à Monsieur Nicolas de se déconnecter, sinon nous aurons un problème de l'égalité de cette réunion du Conseil communal virtuel. Voilà, merci beaucoup. Merci Alexandre. Donc, je vais refaire un petit partage d'écran. Et donc, nous venons de passer le point 1. Au niveau des informations, il y a quelques informations intéressantes. Nous avons eu des retours, des approbations de la compensation pour la taxe carrière, retour de tutelle. La même chose pour les taxes immondices, la même chose pour la modification budgétaire numéro 3, qui a été acceptée par la tutelle sans aucune réforme. Donc, il n'y a pas eu de modification à cette modification budgétaire numéro 3. Et une information tout aussi intéressante, c'est très récent, puisque le gouvernement wallon, en sa séance du jeudi 16 décembre de la semaine passée, a donc approuvé
le projet d'arrêté ministériel qui octroie une subvention pour le projet PCDR de maison rurale de Godin. Donc, c'est l'approbation de ce qu'on appelle en jargon du PCDR la convention exécution pour la maison rurale de Godin. Il faudra évidemment maintenant se mettre à travailler de manière concrète sur ce projet. Ce sera certainement au cœur des travaux de la CLDR et il y en a déjà une qui est prévue donc cette semaine-ci, juste avant la Noël. Dernier point habituel d'information, c'est la situation Covid au niveau de la commune. Et donc, vous avez l'habitude de ce petit graphique. Vous voyez qu'on est à y voir, comme un peu partout en Belgique, en phase de diminution des taux de contamination. Donc, vous le voyez sur base des bâtonnets qui se trouvent au bas de l'écran. Mais on reste tout de même avec un nombre de clusters relativement important, avec des personnes contaminées au nombre de 150. Et donc, ça reste une situation qui mérite évidemment toute notre attention et toute notre prudence. Alors, pour rappel, on ne donne plus les graphiques parce que ça ne bouge quand même plus beaucoup, mais nous avons sur Ivoire un très bon taux de vaccination complet, donc c'est 2 doses au moins pour les plus de 18 ans. On est à 88,33% de cette population qui est effectivement vaccinée. Voilà donc pour ces informations. Le point 3, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du 29 novembre 2021. Alexandre. Y a-t-il des questions ou remarques liées au PV? Je ne vois aucune main se lever. Je vous invite donc, si vous souhaitez vous abstenir, à lever la main. Pas d'abstention. Les votes contre? Aucun vote contre. C'est approuvé à l'unanimité. Et nous poursuivons avec le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, justement. Quelques adaptations ont été amenées afin de correspondre aux dernières modifications du Code de la démocratie locale et décentralisée en matière de réunion à distance, comme ce que nous faisons en ce moment. Y a-t-il des remarques, questions, propositions de modification liées à ce ROI? Je ne vois aucune main se lever. Je vous invite donc à passer au vote. Celles et ceux qui souhaitent s'abstenir concernant les modifications du règlement peuvent lever la main. Pas d'abstention. Les votes contre peuvent lever la main. Pas de vote contre non plus. Les modifications sont donc approuvées à l'unanimité. Et nous revenons à présent sur le dossier du projet de la nouvelle école pour Dorine Espontin avec la présentation de l'esquisse. Et je repasse la parole à Chantal. C'est Marcel. Non, c'est Marcel Collet qui va présenter l'esquisse. Voilà, je vais vous présenter l'esquisse, mais uniquement sur l'architecture. L'historique du projet a déjà été longuement évoqué dans d'autres réunions, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Donc, ceci, c'est une photo aérienne du quartier. Donc, vous voyez en noir, là, c'est l'emplacement de la future école, le quartier du Bellois. En deux, c'est une éventuelle ZAC de lotissement. Ici, c'est l'école de Dorine. Voilà. Donc, le bâtiment est situé, l'école sera située tout près de la plaine de jeu, actuellement, l'espace multisport. Et alors, il y aura prévu un cheminement piéton-vélo par l'arrière du Bellois vers Dorine. Le bâtiment est mis en L de façon à s'orienter la vue vers la vallée du Ridaou et vers le village de Dorine. Voilà, c'est deux bâtiments. Le premier bâtiment, le carré ici, c'est le bâtiment des classes, le bâtiment d'école. Et le bâtiment en rectangle ici, c'est là où il y a la salle de sport, la salle de gym, le réfectoire et pour la psychomote. Donc voilà une présentation un peu plus précise. Donc ici, on voit la rue de la Écolo, la plaine multisport. Ici, donc là, il y a un parking qui sera le parking pour les enseignants qui se trouve à l'arrière des jardins
de la maison du Bellois. Entre les jardins et le parking, il y aura une plantation d'arbres de haies de façon à limiter les nuisances sonores. Et ça, c'est le cheminement piéton qui va vers Dorine, qui est prévu actuellement, mais ça, c'est toujours des choses qui peuvent encore être discutées. Ça, c'est la partie classe, où il y a les classes maternelles au rez-de-chaussée et les classes primaires à l'étage, qui donnent sur la cour de récréation de maternelle. Et ici, ce sont les cours de récréation primaires, une cour ballon, une cour sans ballon. Et ça, c'est des endroits pour faire des classes de dehors. Ça, c'est le bâtiment où il y a le réfectoire et la salle de sport. Ça, c'est la même vue, mais un peu plus près. Voilà, je continue. Donc ici, c'est une coupe synthétique du bâtiment où on voit que toutes les classes sont ouvertes vers l'extérieur et vers l'agora intérieure du bâtiment, qui permet ainsi d'organiser des cours entre les classes et voilà. Bon, ici, on voit pas tellement bien ici le plan. Donc ici, c'est le plan du bâtiment, le plan terrier du bâtiment, où ici, ce sont les classes, c'est le rez-de-chaussée, où l'entrée du bâtiment est ici. On se donne tout un agora ici intérieur. Ça, c'est la partie sanitaire avec l'ascenseur pour aller à l'étage. Ici, c'est la classe de première maternelle avec en face la classe le dortoir pour les enfants de maternelle quand ils font leur sieste après-midi. Là, c'est un local technique de réserve. Ça, c'est la classe de deuxième maternelle. Alors ici, de l'autre côté, c'est la classe de troisième maternelle avec la sortie ici vers la cour de récréation de maternelle. À côté de la troisième, étant donné que maintenant les cours ont fait 3, 5, 6, bien souvent, donc ici, on a placé les classes de première et de deuxième primaire. Donc, vous voyez ici, c'est le passage vers la deuxième partie du bâtiment qui est recouvert par c'est un préau ici qui permet aux enfants de changer de bâtiment sans devoir passer à l'extérieur. Ici, c'est le réfectoire et là, c'est la grande salle de sport avec des réserves et la salle peut être séparée en deux par une cloison amovible. Alors, je passe maintenant à l'étage. L'étage, donc, c'est l'étage de primaire, où là, il y a la classe de deuxième et de troisième. Je descends ici, c'est la classe de troisième et de quatrième, pardon. Et ici, c'est la classe cinquième et sixième de l'autre côté, avec entre les deux classes, une classe pour l'audiovisuel, les ordinateurs et ainsi de suite. Ici, c'est une plus petite classe qui servira pour les cours de religion, cours physiologie. Voilà. Et ici, ça, c'est l'agora de l'étage, avec ici une salle de prof et le bureau du directeur. Voilà. Donc ici, voilà, Donc ça, c'est une coupe en longueur du bâtiment. Donc vous voyez ici, c'est la cour de récréation de maternelle avec le préau qui sont ensemble et le sol du premier étage. Bon, les premiers étages, les classes du premier étage sont encorbellement au-dessus des maternelles. Alors vous voyez ici, ça c'est le gabarit qui représente quand même une certaine hauteur, mais qui malgré tout, quand on voit dans le fond, ça c'est le gabarit des maisons actuelles du Bellois. Donc, malgré ça, donc, le bâtiment est quand même pas très élevé, vu la pente du terrain qui descend vers le Ridaou, qui permet ainsi de donner quand même un espace de vue pour les bâtiments à l'arrière. Là, c'est une autre coupe. Et ça, ce sont les façades. Vous voyez, c'est tout un système c'est un modèle de bâtiment comme ceci qui va être réalisé avec des grandes vitres en construction en bois. Alors ça, c'est une perspective de la partie intérieure de la cour. Ça, c'est le bâtiment des primaires et ça, c'est le bâtiment de la plaine de sport avec ici une cour de récréation. Donc, ce qui donne quand même un espace de vie très intéressant.
Et alors, ça, c'est pour terminer, c'est la partie agora à l'intérieur du bâtiment où on voit l'étage, l'escalier. Alors, là, tous les enfants qui peuvent jouer ici dedans, à l'intérieur, et on peut y faire des cours et ainsi de suite, quoi. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour de la présentation, peut-être rapide, mais si Chantal veut ajouter quelque chose pédagogiquement ou… Je vais en rester là pour aujourd'hui. Comme tu veux, Chantal. Voilà, Bertrand, je suppose qu'il y a des questions ou quelqu'un d'autre. Alors, effectivement, je vois une main levée, mais c'est celle de Thierry. Et donc, oui. Thierry, je t'en prie, suivi de Géraldine, et je suppose que Bertrand fera le partage du document qui vous sert de support. Je le fais tout de suite. Oui, ben bonsoir à tous. Bon, ben moi, je reviendrai un petit peu sur ce qui a été dit par M. Nicolas, parce qu'il avait évidemment des arguments très intéressants, bien entendu. Et surtout, je n'ai pas trouvé dans ce que Chantal a répondu quelque chose de véritablement concret et surtout qui collait aux vraies questions de M. Nicolas. C'est un texte préparé qui n'était pas vraiment… on n'a pas répondu directement aux questions soulevées par M. Nicolas. Donc, effectivement, je regrette nous regrettons qu'il est très véritable d'attendre 28 mois et une interpellation citoyenne pour fixer une rencontre, enfin, je dirais, une rencontre citoyenne qui a eu lieu la semaine dernière. Le Covid n'excuse pas tout. On a fait quand même d'autres interpellations pour des projets depuis lors. Le fait de ne pas avoir des plans non plus n'empêchait pas de réfléchir avec les citoyens concernés au concept, aux objectifs, etc. C'est une question de volonté. Ici, manifestement, elle n'était pas au rendez-vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième, aucune donnée chiffrée réelle pour comparer la rénovation versus projet neuf. On a eu des chiffres des bâtiments actuels, les chiffres du nouveau projet, mais rien quant à l'option des sites actuels améliorés. Or, de tels investissements, ça se planifie et ça s'analyse. D'ailleurs, la majorité l'avait prévu dans sa déclaration de politique générale présentée au printemps 2019. Vous y aviez noté notamment, nous établirons un plan d'infrastructure scolaire, planification de rénovation, extension, construction, etc. En fonction de l'état actuel des bâtiments, des améliorations possibles des PEB scolaires, de l'offre scolaire globale existante, des développements immobiliers prévisibles, de l'évolution démographique, etc. Dans ce contexte, nous porterons une attention plus particulière aux implantations de Ivoire, Mont, Dorine et Spontin. Où est ce plan? Où est la planification? Nous nous le demandons. Nous nous sommes amusés à faire un petit exercice. Dorine a besoin d'une salle de gym de 3 classes pour remplacer les containers actuels. Si on fait une pure projection en comptant plus ou moins 2500 mètres carrés, ce qui est très généreux, on arrive à un investissement de plus ou moins 800 000 euros. Ceci pourrait être subsidié à 60%, ce qui fait un investissement communal de 315 000 euros. Pour Spontin, on pourrait envisager 3-4 locaux rénovés, construits pour un montant de 500 000 à 600 000 euros. Même si les subsides, enseignement ou énergétique, sont certainement possibles, admettons même le fait sur fonds propres. Ça fait un investissement communal de l'ordre de 815 000 euros à réaliser, par exemple, avec une part d'emprunt et des ventes de terrain pour le reste. Pourquoi pas la écolo, ce qui rassurerait sans doute le voisinage, tant sur l'aspect urbanistique que la mobilité. Notre exemple n'est pas parfait, il est purement budgétaire, il mérite d'être mieux affiné sur le plan technique. Mais nous aussi, nous sommes… mais nous aussi, sur les aspects urbanistiques, pédagogiques et environnementaux. Et on sait que le gouvernement pousse à rénover plutôt qu'à construire du neuf. Or, ici, on s'apprête à faire le contraire. Cette troisième option n'est peut-être pas celle à suivre, mais c'est impossible à définir puisque l'exercice ne semble pas avoir été fait, à moins que vous nous disiez le contraire maintenant. C'est pourtant ce qu'on attendait de la commune, et puis pense que faire cet exercice était indispensable
pour faire le meilleur choix au final et aussi rendre ce choix inéluctable aux yeux de tous. Parce que ici, l'absence de concertation et le fait d'imposer votre point de vue sans analyse objective succite, si pas de la méfiance, au moins un manque d'adhésion et surtout des désaccords et des incompréhensions de plus en plus profondes. Et ça, c'est vraiment regrettable de partir sur un nouveau projet qu'on aurait pu mieux lancer si on avait tenu compte de tout cela auparavant. En ce qui me concerne, j'ai terminé. Merci Thierry. Je ne sais pas quel membre du collège peut répondre, mais il me semble préférable de répondre interpellation par interpellation pour que les gens qui nous écoutent puissent suivre le fil des discussions. Oui, Alexandre, je vais peut-être, et Chantal complétera certainement, mais je vais simplement réagir sur l'un ou l'autre point qui viennent d'être évoqués. Tout d'abord, je n'ai peut-être pas très bien compris le point de Thierry, mais on n'a pas attendu l'interpellation citoyenne pour organiser la rencontre avec les habitants et les parents de Spontin et de Dorine. Le calendrier de cette rencontre était fixé avant que l'interpellation citoyenne n'ait lieu. Donc ça, je pense que c'est quand même important aussi de le dire. La question du choix ou de la comparaison entre les deux options qui sont effectivement, soit on rénove, on étend chacune des deux implantations, solution numéro 1, ou bien on va vers une solution numéro 2 qui est effectivement la création d'une nouvelle école. Cette comparaison, elle a bien eu lieu. Alors, pas dans un niveau de détail extrême, ça c'est vrai, pour une raison très simple, c'est que déjà pour avancer sur le projet de l'école rassemblée ou du regroupement des deux implantations, c'est extrêmement compliqué de fournir les informations qui sont demandées par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de cet appel à projet. Donc, s'il avait fallu, dans ce cadre-là, faire la comparaison entre les deux solutions, je pense que ça aurait été un exercice quasiment techniquement impossible dans les délais qui étaient présentés. De plus, il faut tout de même bien se rappeler que le site de Spontin présente non seulement les inconvénients des modules, du manque de confort et du manque de fonctionnalité, mais présente aussi un problème structurel lié à son positionnement, à sa localisation. Et donc, il est vrai qu'au sein du collège, et après discussion avec les équipes éducatives d'ailleurs, le sentiment était que le site de Spontin, en tant que tel, n'était pas un site qui présentait le minimum de garantie en termes de durabilité, de pérennité, etc. Donc, ça, c'est aussi un élément qui a été pris en compte. Et d'autre part, quand on dit, ben voilà, on aurait pu aussi espérer des subsides en faisant des travaux de rénovation ou d'amélioration sur les deux sites ou sur l'un des deux sites seulement, peut-être, sauf que, comme cela a déjà été expliqué, les contraintes de l'appel à projet européen tel qu'il a été lancé en matière énergétique sont telles que ça aurait été de toute manière un chantier infiniment plus compliqué. À la fois plus compliqué sur le plan technique, sur le plan de la justification et donc aussi de l'espérance ou de la probabilité d'arriver à décrocher effectivement ces subsides, avec en plus l'inconvénient qu'on a déjà cité, que lorsqu'on doit faire des travaux sur site, sur le site qui est en exploitation, en activité, c'est aussi beaucoup plus compliqué. Donc tous ces éléments ont bien été pris en compte. On reconnaît bien volontiers qu'ils ne l'ont pas été avec une précision extrême en ce qui concerne le financement et le coût de la solution. On transforme les deux sites existants pour une raison qui est bêtement une raison pratique, c'est que c'était un exercice épouvantablement compliqué à faire rentrer dans le canevas
que la Fédération Wallonie-Bruxelles nous imposait. Parce qu'il faut être clair sur un point, et Chantal l'a dit tantôt dans sa réponse à M. Nicolas, nous sommes convaincus qu'en dehors d'un appel à projet qui s'inscrit dans le cadre du plan de reprise et de relance et de résilience européen, il n'y aura demain plus beaucoup d'argent, pour ne pas dire plus d'argent du tout, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour financer des projets de rénovation ou d'extension d'écoles. Et donc, ça aussi, c'est un élément que nous avons pris en compte dans le choix que nous avons fait de nous inscrire dans cette démarche-là. OK, merci. Eh bien, je propose que nous continuions avec Géraldine. Merci, bonsoir à tous. Alors, évidemment, c'est sans conteste, le plus important, c'est que nos enfants aient une école de qualité où il fait bon vivre, tant pour les parents, les enseignants, que pour les élèves. Chacun rêve d'une belle école, mais il ne faut pas négliger dans un tel projet tout ce qui tourne autour, comme la mobilité. Alors, c'est bien beau, un cheminement piéton-vélo, c'est très bien, mais croire que tout le monde va venir à pied ou à vélo est totalement utopique. Je pense que pour une question d'organisation, les parents profiteront d'un trajet en voiture pour aller au travail, pour déposer leurs enfants. Alors, vouloir changer les mentalités, Chantal, comme tu le dis, c'est très bien, mais une piste cyclable, pour moi, ça ne suffit pas. Il faut penser à la mobilité dès le début et pas une fois que le projet sera lancé. Autre question de mobilité, c'est le parking. Nous sommes assez surpris de voir qu'il y a tout au plus 10 places de parking pour une école qui accueillerait 160 élèves. Alors, évidemment, il ne faut pas une place de parking pour chaque parent, il ne faut pas exagérer. Mais comment faire quand il y aura une remise de bulletins, une fête d'école ou même un souper au niveau parking? D'autant qu'aucune salle, ni à Spontin ni à Dorine, ne peuvent accueillir autant d'enfants avec leurs parents et familles. Et donc, que feront les gens? Oui, ils vont se garer en rue, mais voilà, c'est peut-être pas la solution optimum. Et même à Dorine, il y avait quand même un parking qu'ils vont perdre. Donc, à réfléchir et peut-être améliorer tout de même pour niveau circulation, mobilité. Et j'aimerais souligner également une inquiétude sur l'insécurité routière, mais pas que, puisqu'il était question que le cheminement piéton-vélo passe à l'arrière des habitations donc, et pas le long de la route. Mais mon inquiétude est sur la sécurité physique de par l'isolation de ce cheminement. Alors oui, vous pouvez organiser des pédibus ou autres, mais il faut y réfléchir maintenant et pas une fois que l'école sera construite. Il faut rassurer les riverains, les parents, les élèves sur ce qui peut être fait en matière de sécurité et de mobilité. Merci Géraldine. Et bien entendu, concerter tout le monde le plus vite possible. Oui, donc peut-être très rapidement, mais c'est clair que la problématique des parkings, elle a aussi été évoquée quand on a eu la rencontre virtuelle avec les habitants, les parents, etc. Et donc, ce qui vous a été présenté ne doit pas être considéré comme étant la version finale, définitive, loin de là. Il est évident que cette question de la mobilité, de voir comment on peut intelligemment accueillir les parents qui effectivement sont en transit, viennent en voiture, etc. Donc, on doit y être attentif. Je vais me permettre une pointe d'humour. Marcel est tellement déjà converti au vélo par Chantal qu'il a même oublié de préciser dans sa présentation qu'il y a une zone de dépose minute qui est bien prévue et peut-être qu'il faut qu'elle soit un peu plus importante. C'est vrai que voilà, ça c'est une réflexion qu'on doit avoir. Elle est couplée d'ailleurs aussi au fait qu'il y a là plein de jeux qui se trouvent de l'autre côté de la rue, l'aire multisport, et donc il risque effectivement d'y avoir
des parents qui restent un petit peu plus longtemps que simplement pour venir rechercher les enfants quand il fait beau le soir, etc. Donc tout ça doit être intégré. La question effectivement de l'emplacement et du tracé des cheminements piétons-vélos doit aussi être bien réfléchi. Ici, a priori, le choix n'a pas été fait de passer dans l'espèce de chicane de la rue du Bellois, pour une raison toute simple, c'est que cette rue du Bellois n'est pas très large, et en particulier, une fois qu'on est dans la zone de chicane en direction de Dorine, elle peut être aussi relativement dangereuse si on veut y combiner un cheminement piéton-vélo. Donc voilà, mais il n'y a certainement pas de fermeture par rapport à ces questions. Au contraire, on veut certainement trouver des solutions qui rencontrent les préoccupations qui ont été ici mises sur la table. Donc, on n'attend pas que le projet soit finalisé pour réfléchir à tout ce qu'il y a aux alentours. Alors, pour être tout à fait honnête, Géraldine, on va quand même d'abord attendre pour voir si on a ces subsides. Parce que, voilà, il faut quand même bien reconnaître que ces subsides, les montants globaux sont quand même relativement limités. Tout le monde a pu se souvenir ou peut se souvenir des débats qui ont eu lieu sur les médias quant à la répartition entre l'enseignement officiel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre. Donc, ce n'est pas un pot qui est inépuisable, loin de là. Et donc, on a mis tout en œuvre pour essayer de décrocher effectivement ce prix. Mais à ce stade-ci, il n'y a encore aucune garantie, bien entendu. Pas de subside européen, pas de nouvelle école alors? Alors, pas de subside européen. La question n'est pas de nouvelle école. On sait très bien, comme M. Nicolas l'a dit, et comme Chantal le reconnaît en tout premier lieu, les conditions ne sont pas dignes aujourd'hui d'une école du 21e siècle d'un côté et de l'autre. Et donc, nous recherchons à ce moment-là des solutions alternatives en fonction de ce qu'il est possible de faire. Mais voilà, ça c'est notre conviction, on peut se tromper, hein, on n'a pas la science infuse non plus. Ce qu'il y a, c'est que nous pensons que l'écart sur le plan pédagogique entre une solution totalement innovante, démarrant de zéro et recréant vraiment des conditions optimales, on pense que l'écart sur le plan pédagogique et fonctionnel entre cette solution, entre guillemets, idéale et des aménagements qu'on devra apporter dans les deux écoles ou dans une des deux, mais que l'écart y sera extrêmement important. Et c'est la raison inimaginable. C'est la raison pour laquelle on tient effectivement à cette approche. Merci. Bien, voilà pour ma part, oui, effectivement, merci Alexandre, bonsoir à tout le monde. Moi, je m'attarderai dans un premier temps sur l'esquisse qui nous est présentée, qui est intéressante, il faut le souligner sur le plan architectural, et la réflexion de l'architecte et du bureau d'études sont intéressants. Alors, 4 questions. La première, on n'avait pas vu dans les plans, donc Marcel y a répondu, donc c'est les vues depuis le cadre bâti existant, c'est important, donc voilà, on l'a noté, même si c'était en tout faible, mais voilà, ça vaudrait la peine d'avoir demandé une esquisse un peu plus claire, enfin en tout cas c'est fait. Le deuxième point, c'est qu'il serait, est-ce que des extensions sont possibles, parce que on sait que le bâtiment envisagé est conçu par rapport au nombre actuel d'enfants, mais on sait aussi qu'il y a un potentiel dans tout le quartier écolo-bellois de nouvelles habitations, y compris avec des nouvelles, des familles et des enfants. Et donc, on sait que le risque n'est pas nul du tout d'avoir une expansion de la population scolaire. Donc, est-ce qu'une extension de l'école est possible à moindre coût ? Enfin, au niveau des cours de récréation, d'une part, leur disposition, est-ce que c'est raisonnable d'avoir comme ça 3 cours de récréation complètement distincts? Alors, on peut vraiment imaginer que
des 5e, 6e primaires ne jouent peut-être pas avec les maternelles, ça on est bien d'accord, mais voilà, on sait que les enfants aiment aussi se mélanger au niveau des récréations. Par ailleurs, au niveau des superficies, on a quand même un peu regardé les normes en vigueur au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles et on partait sur quelque chose comme 4-5 mètres carrés par élève, selon ce qu'on a pu lire comme information. Et ici, il semble qu'on est en deçà. Et donc, est-ce qu'elles sont suffisamment dimensionnées? C'est une question qu'on pose, hein, ce n'est pas une grande objection, mais on vous partage la réflexion. Et enfin, quid si pas de subside européen? Là, Géraldine venait de poser la question. Donc, sur ce premier point de l'esquisse, outre tous les aspects mobilité qu'on a déjà évoqués, voilà, on ne va pas aller plus loin. Et alors, le deuxième point, c'est l'avenir des bâtiments actuels. Parce qu'on a entendu dire certaines choses à la réunion citoyenne à Dorine le 15 septembre. On parlait de remettre le bâtiment à des associations du village. Plus récemment, on a entendu que ces bâtiments seraient vendus. Enfin, c'est toi, Patrick, notamment lors du dernier conseil, qui parlait d'une valorisation du patrimoine pour alléger les emprunts et la charge financière de la commune. Donc, qu'est-ce qu'il en est de ces bâtiments? Si cette école se confirme, qu'en est-il de ces bâtiments actuels? Que va-t-on en faire, entre guillemets, une bonne fois pour toutes? Voilà. Je m'arrête ici pour l'intervention. Je me permettrai juste une petite reprise de parole sur une conclusion après, mais pour ici, mes questions, je m'arrête. Oui, donc, encore une fois, les vues depuis les maisons du quartier, comme tu l'as dit, je pense qu'on commence à avoir une certaine idée, même si ici, ce qui a surtout été montré, c'est le fait qu'on a un gabarit du bâtiment qui est véritablement modeste par rapport à l'environnement, ce qui est évidemment positif puisque ça ménagera des vues correctes ou le maintien, la conservation de vues correctes pour les maisons du quartier. Les extensions sont-elles possibles? Oui, par définition, vu la taille du terrain sur lequel on s'installe. Techniquement, il faut tout de même aussi dire que si aujourd'hui le dossier est introduit parce que c'est une obligation au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur base de 154 élèves, la configuration en fait des classes, le nombre de classes, le nombre de locaux, les dimensions qui sont proposées sont des dimensions qui permettent sans grande difficulté de monter aux alentours effectivement de 180 enfants, 180 élèves, ce qui laisse quand même une marge certaine. Mais bien entendu, par ailleurs, si nécessaire, il faut effectivement rendre possible une extension. Les cours de récréation, Chantal pourra peut-être donner des précisions. La seule chose que je voudrais dire, c'est que l'esquisse ici a été, alors ce n'est pas pour ça que le dossier est gagné, hein, soyons clairs, mais l'esquisse ici a été validée totalement par la Fédération Wallonie-Bruxelles et par les fonctionnaires donc, de la Fédération Wallonie-Bruxelles quant aux normes et quant au dimensionnement. Et donc là, on est raisonnablement rassuré. Chantal, je ne sais pas si tu... Un détail, c'est qu'au niveau des cours de récréation, maintenant, ils sont aussi plus larges dans le fait que utiliser les espaces nature, c'est bien aussi. Donc, il y a une sorte d'ouverture un petit peu à ce sujet. Mais pas obligé d'être que dans des endroits, une cour comme à l'ancienne, quoi. Pas obligé. Quant au bâtiment actuel, il est clair que, de nouveau, c'est un petit peu, je ne sais plus si c'était Jean-Luc Dehaene, un vieux politicien, qui disait qu'il ne répondait aux questions qu'une fois que le problème se posait. Donc, c'est une réponse facile, mais non, plus sérieusement, je pense qu'on doit tout de même tenir compte du fait que si on prend un village comme Dorine, je vais parler de la situation de Dorine, on peut aussi parler de la situation spontanéenne, elle est relativement parallèle. Dorine dispose d'une belle salle de village qui n'est pas communale, qui est privée, mais où les choses se passent, je pense, dans le meilleur esprit et la meilleure entente possible. Nous disposons toujours aussi sur Dorine de l'ancienne maison communale. Bon, il y a certainement aussi une réflexion à avoir pour en améliorer d'une manière générale, je dirais, l'utilisation, les fonctionnalités, etc. Donc,
à ce stade-ci, on ne peut pas dire qu'il y ait une utilisation de type communautaire ou associatif qui saute aux yeux. Et donc, voilà, je pense qu'une fois que les choses avanceront, on réfléchira effectivement à des solutions pour ces bâtiments, mais c'est sûr que la vente n'est pas une solution qui est exclue. OK, merci. Et ben voilà, en guise de conclusion, ben, on souhaite simplement dire qu'une école, ben, c'est un merveilleux lieu de vie. Les enfants, les enseignants méritent d'y être bien et avoir de nouvelles infrastructures, ben, c'est évidemment enthousiasmant. Ça, c'est évidemment très clair. Et c'est d'autant plus nécessaire tant à Dorine qu'à Spontin. Là, sur l'objectif général, on vous rejoint totalement. Une nouvelle construction peut avoir beaucoup d'avantages, mais aussi des inconvénients. Et la rénovation, l'extension, évidemment, c'est pareil. Alors nous, quand on nous demande aujourd'hui si on est pour ou contre ce projet de nouvelle école, eh bien, on doit bien vous avouer qu'on n'arrive pas à répondre. Oui, sur l'objectif, oui, sur base d'une esquisse telle que présentée aujourd'hui, parce que, voilà, comme on l'a dit, elle est de grande qualité. D'ailleurs, on vous remercie quand même d'avoir répondu positivement à la question de notre groupe lors du dernier conseil communal à ce sujet et de jouer cette transparence sur l'esquisse. Elle est perfectible, mais globalement, c'est une bonne base. Mais elle rentre quand même en contradiction avec les volontés gouvernementales de favoriser plutôt les rénovations par rapport aux nouvelles constructions. La mobilité, elle pose quand même sérieusement question. C'est un quartier qui n'est pas habitué à avoir autant de flux de circulation au quotidien. Et surtout, il y a ce fameux manque d'analyse comparative, et que ce soit la concertation citoyenne ou cette analyse, ce plan d'infrastructure qui a été coulé dans le marbre de votre déclaration de politique générale, on ne l'a toujours pas aujourd'hui. Monsieur Nicolas a posé la question à l'entame de ce conseil, nous l'avons posée aussi. Vous esquivez formidablement la question, mais aujourd'hui, on n'a pas d'arguments pour lesquels on n'a pas eu cette concertation, pour lesquels il n'y a pas eu cette réflexion globale sur toutes les options. Or, quand on s'apprête à dépenser 4 millions d'euros pour un tel bâtiment et qu'il y a peut-être toutes ces justifications, la moindre des choses, c'est de faire un minimum de comparatif. Or là, on ne l'a pas et c'est un peu dommage, c'est regrettable. Et donc, on sait que faire l'unanimité, ce n'est évidemment pas possible. Mais ce n'est pas non plus le but. Mais par contre, il est d'ores et déjà triste de voir qu'un tel dossier divise à ce point, alors qu'une meilleure approche lui aurait peut-être, sans doute, permis d'être portée par un plus grand nombre de nos concitoyens, de parents, d'enseignants aussi, parce que tout le monde n'est pas excessivement ravi. Et donc, nous, de notre part, on reste mitigé, on demande d'opter pour la meilleure option, tant pour les enfants, l'équipe éducative, mais aussi les villageois et les finances communales. Mieux encore, faut-il les connaître toutes, et on vous remercie pour votre attention et pour les réponses apportées. Merci Bertrand. Juste peut-être un petit point de détail, mais qui n'en est pas vraiment un. En ce qui concerne le choix nouvelle construction par rapport à rénovation, il est très vrai qu'au départ, ce que la Fédération Wallonie-Bruxelles avait voulu mettre sur la table, c'était plutôt des rénovations, donc des appels à projets de rénovation. Et puis, clairement, ils se sont rendus compte que, vu l'ambition en termes énergétiques qu'ils voulaient mettre, le QZ-20, tout simplement, c'est 10 fois plus compliqué de faire de la rénovation dans ces conditions-là ou avec ce type-là d'objectifs. Et donc, ils ont très vite shifté, ils ont très vite dérivé vers la prise en compte des nouvelles constructions. Et ça, on l'a très bien vu dans la rédaction des circulaires qui ont suivi cet appel à projet. Au départ, quelque chose qui était fort orienté rénovation et puis quelque chose qui était devenu tout à coup plutôt construction nouvelle. Donc ça, c'est une chose qu'il est important de dire et de rappeler. Et puis d'autre part, je reviens sur la question de l'analyse comparative. Et Dieu sait que j'aime bien les analyses comparatives et que c'est évidemment intéressant de pouvoir comparer les chiffres. Mais il faut bien reconnaître que techniquement, quand on se retrouve au mois de septembre avec un appel où on doit très vite, pour le 31 décembre,
rentrer avec une foultitude de détails un projet dans le cadre de cet appel européen, c'est juste pas possible de se livrer à une analyse fine. Et donc, on a fait une analyse, on l'a expliqué en disant, voilà, on se retrouve dans un scénario avec cette nouvelle construction qui est telle que financièrement, à terme, on doit avoir des finances communales qui ne seront pas plus difficiles, avec un budget ordinaire qui sera aussi facile ou difficile à gérer, mais il n'y aura pas d'impact négatif sur le budget ordinaire, avec par contre l'avantage d'avoir dans le patrimoine une infrastructure vraiment du 21e siècle, ce qui a aussi évidemment une valeur pour une commune. Voilà, je voulais juste dire ça, mais certainement pas pour relancer le débat, simplement pour expliquer une fois de plus cette position. Merci Patrick. Et donc ici, puisqu'il s'agissait de nous présenter, de faire la présentation au conseil communal de cette esquisse, nous n'avons pas de vote. C'était plutôt un point d'information et de discussion. Et on va poursuivre maintenant avec quelques marchés publics. Et le premier, ce sont les travaux de rénovation de l'ancien bâtiment de la Poste d'Ivoire. Et je passe la parole, en espérant ne pas me tromper cette fois, à Marcel. Je reprends l'écran, Patrick, ou... Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, je vais... Attendez, il faut que je cherche. Voilà. Donc, la rénovation de la Poste d'Ivoire qui a été rachetée par la commune il y a un an à peu près. Voilà, nous avons maintenant décidé de passer un cahier de charge pour l'aménagement intérieur du bâtiment de la Poste. Maintenant que la Poste elle-même a gardé qu'un petit local qui se trouve ici à l'avant et qui loue au CPAS ce local pour y mettre le guichet de la Poste. Voilà, nous avons... j'ai un peu l'écran pour voir ce qu'il y a dessus. Donc voilà, nous avons décidé d'aménager ici à l'intérieur une grande salle qui sera modulable avec la salle du conseil communal et alors 2 petites salles qui seront ici séparées par des cloisons amovibles, qui permettra ainsi d'avoir 3 salles pour faire les ateliers du CPAS. Ici, il y a un bar si on veut un jour faire une activité globale dans ce local-là. L'entrée de la Poste du CPAS est ici. Donc, ça sera les toilettes. Alors là, il y a un bureau d'accueil et alors 2 bureaux de permanence pour les assistantes sociales du CPAS. Là, ça c'est en grande ligne. Disons qu'actuellement, ce ne sont que des travaux intérieurs du bâtiment. Il n'y a aucun travaux extérieur de prévu actuellement. Les châssis, on avait rentré un dossier Ureba exceptionnel et on vient de recevoir, il n'y a pas longtemps, le refus de ce dossier Ureba. Donc, on va réintroduire un autre dossier, un dossier Ureba probablement traditionnel, qui sera moins de subsides, mais bon, qui permettra quand même d'au moins d'avoir 30% de subsides sur les châssis. Voilà, ça c'est la présentation. Il y avait un plan avec l'électricité, mais je ne le vois plus. Oh, je ne l'ai pas mis, Marcel. Ah bon, ok, ça va, c'est pas grave. Donc, l'étude a été faite, donc il y a ici prévu un tableau blanc interactif de façon à permettre aux conseillers de voir les projections le jour où on refera le conseil communal en présentiel. Et de l'autre côté, le même tableau pour permettre au public de voir les présentations. Il y a un éclairage qui est prévu au-dessus des tables et alors un éclairage LED qui est bien réparti par le bureau d'études. Voilà, ici, ce sont des photos, non, des perspectives mises en 3D par l'architecte qui présente les 2 petites salles qui ne peut en faire qu'une, sauf qu'il y a malheureusement une colonne qui est là pour la résistance de la poutre au-dessus qui est obligée de rester, on ne sait pas la démolir. Et voilà, ça c'est le bureau d'accueil et ça c'est le bureau, la salle du conseil communal qui est ici et la salle pour le public. Voilà, ça c'est une vue extérieure du patio en venant du chemin de fer, mais ça c'est... Voilà. Donc, le cahier de charge estimation totale donc c'est un cahier de charge qui est divisé en 3 lots. Il y a le gros œuvre pour plus ou moins 222 000 € TVA comprise, l'électricité
41 000 et les techniques spéciales 90 000 plus ou moins, ce qui nous donne un total d'environ 354 857 TVA comprises. On lancera éventuellement l'adjudication si le dossier est approuvé. Après les vacances, étant donné que maintenant ça ne sert à rien, toutes les entreprises sont en congé jusqu'au 10 janvier, donc on lancera ça et on aura l'ouverture des soumissions en février. Voilà. Merci Marcel. Des questions, remarques? Je ne vois aucune main se lever, on peut donc passer au vote. Christine. Ah, Christine, je ne vois pas. Je voulais juste préciser que la salle du conseil, comme on aime à l'appeler, est aussi une salle où se dérouleront des ateliers, notamment les ateliers informatiques, les ateliers philo, les cours alpha. Donc, ce n'est pas la salle du conseil, elle servira également à toutes les commissions consultatives si elles le souhaitent, puisque ce sera quand même beaucoup plus agréable de se réunir là en soirée. Mais ce n'est pas à proprement dit la salle du conseil, c'était juste une petite précision. Merci. Merci Christine. Et donc, je n'ai toujours pas vu de main se lever. On peut donc passer au vote. Celles et ceux qui souhaitent s'abstenir concernant ce marché, ce cahier de charge, peuvent lever la main. Je ne vois pas d'abstention. Les votes contre? Aucun vote contre. C'est approuvé à l'unanimité. Et on reste donc dans les marchés avec cette fois-ci la réfection et l'isolation des toitures de l'école d'Ivoire et dans la foulée de celle de Mont. Oui, c'est deux dossiers équivalents, c'est-à-dire que ce sont deux dossiers UREBA exceptionnels qui ont été acceptés. Nous avons déjà passé une fois les deux cahiers de charges au conseil communal. L'adjudication avait été lancée, les remises de prix étaient tout à fait explosées par rapport à l'estimation des travaux. Alors, disons qu'on a refait le cahier de charges en modifiant le système d'isolation, tout en gardant la même, comment je vais dire, le même résultat d'isolation. Le problème avec l'ancien produit qui avait été imaginé principalement par l'ancien service technique de la commune nécessite d'avoir des entreprises beaucoup plus spécialisées pour faire les travaux. Et toutes les entreprises spécialisées n'ont pas remis prix en fin de compte, c'est qu'ils sont débordés pour l'instant. Et alors, on a décidé de remodifier, de revenir à une réalisation plus traditionnelle. Qui nous permet, mais on a quand même augmenté un peu l'estimation parce qu'actuellement, les prix flambent. Est-ce qu'on peut passer les 2 points directement, peut-être, non? Oui, j'avais proposé la même chose. Et donc, d'abord, s'il y a des questions, remarques sur l'un ou l'autre de ces marchés, je ne vois pas de réaction. Si ça pose problème à quelqu'un, qu'on passe les 2 points à la fois, il peut aussi lever la main. Il, non. Eh bien, dans ce cas, on passe au vote pour les 2 marchés. Celles et ceux qui souhaitent s'abstenir peuvent lever la main. Pas d'abstention. Les votes contre? Pas de vote contre non plus. C'est donc approuvé à l'unanimité pour les points 7 et 8. Et nous continuons avec la convention INASEP pour l'entretien des voiries en 2022. Marcel, toujours. Oui, ben, la convention traditionnelle pour les entretiens de voirie, comme chaque année depuis 2011, on met plus ou moins 300 000 € au budget. Mais ici, donc, c'est la convention pour l'étude et actuellement, nous n'avons pas encore désigné les rues qui seraient à réaliser. Merci. Des questions? Dans la convention, on a retiré le conseil en sécurité, étant donné que nous avons un marché de services avec un bureau d'études pour la sécurité. OK. Je n'ai vu aucune main se lever et donc je vous propose de passer au vote. Celles et ceux qui souhaitent s'abstenir peuvent lever la main. Pas d'abstention. Les votes contre? Pas de vote contre. C'est approuvé à l'unanimité. Et le point suivant, c'est une convention pour la collecte de déchets textiles ménagers et je passe la parole à Étienne. Bonsoir à tous. Nous avons depuis quelques années une convention pour la collecte des textiles avec différentes bulles bleues très reconnaissables de la SBL Terre
qui est situé en région liégeoise. Il s'agit d'une convention pour 2 années, renouvelable une fois, et c'est la prolongation de la convention existante qui nous liait à eux depuis 2017. Merci Étienne. Des questions, remarques? Dans ce cas, nous passons au vote. Les abstentions peuvent lever la main. Aucune abstention, les votes contre? Aucun vote contre. C'est approuvé à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci à toi. Et le point suivant, c'est la charte d'adhésion à la centrale de mobilité Mobilisud. Alors, c'est spécial puisqu'ici, on reconduit notre adhésion pour l'année 2021. Je passe la parole à Chantal. Oui, voilà. Donc, je voulais essayer de faire un petit point de la situation concernant Mobilisud, qui a donc pour vocation de faire du transport individuel à la demande. C'est un peu comme notre taxi social en fait. Donc, quand j'ai commencé à participer à leurs assemblées générales, en 2019, il y avait 7 communes qui étaient adhérentes. Vray, Souillet, Beaurain, Bastière, Dinan, Ivoire, Avlanches, et on payait une cotisation de 50 centimes par habitant par an. Ce qui m'a frappé, c'était qu'il y avait une énorme désorganisation au niveau des membres de l'AG, des chiffres, la comptabilité n'était vraiment pas claire. Enfin voilà, c'était un peu surprenant. Et les membres d'ailleurs de l'Assemblée générale ont demandé au conseil d'administration de prendre le taureau par les cornes et de faire les choses convenablement. En septembre 2020, nouvelle Assemblée générale. Et là, on nous a annoncé qu'il y avait le départ de Beaurain, qui bien sûr, de par sa population, représentait quand même une commune importante. Il nous est proposé de faire passer la cotisation de 50 centimes à 1 euro. Bon, là, la situation financière n'était toujours pas claire. On ne savait pas très bien, il allait y avoir des subsides de la région wallonne, mais on ne les avait pas, c'était peut-être Capen qui allait les avoir. Bon, là, donc, moi, je me suis dit, mais non, je ne vois pas pourquoi une commune part. Nous avons un taxi social, on a déjà un système de transport individuel à la demande. D'autres communes comme Dinan, par exemple, n'en ont pas et donc utilisent beaucoup Mobilisud. Les chiffres donnaient à peu près 600 déplacements qui étaient faits pour Ivoire. Enfin, voilà, donc je leur ai dit qu'il fallait absolument que la comptabilité soit une bonne fois pour toutes plus claire et qu'on y voit plus clair et est-ce que la région wallonne allait subsidier, etc. Nous avons donc eu Assemblée générale le 17 juin 2021 et là, nous nous sommes effectivement trouvés avec un comptable qui a une notoriété importante et qui eh bien, nous a fait l'analyse qu'effectivement, la situation était très préoccupante. Je vous ai mis, pour avoir une idée, donc les charges se montaient à 141 227 €, dont 110 000 € représentaient donc les salaires pour le call center. Donc, un habitant d'Ivoire peut sonner à ce call center en disant ouais, « j'ai un problème de déplacement, est-ce que vous pourriez me trouver quelqu'un ?» Et eux travaillent avec Taxi Stop. Donc, ils cherchent des volontaires, ils ont des volontaires et ils le mettent sur la plateforme de Taxi Stop et ils proposent, voilà, ça c'est le rôle du call center. Quant aux recettes, eh bien voilà, il y avait 129 323 € de recettes, 20 321 les cotisations des communes, 16 000 € de subventions forum liées au point APE, et puis 92 863 € de dons et de lait. D'où viennent ces dons? D'un mécène local dinantais, en l'occurrence Cyrus. Pas de, comme vous pouvez le voir, pas de financement de la région wallonne. Pire même, le comptable de qualité nous a tout simplement dit que les subsides de la région wallonne qui étaient inscrits en créance
pour lui, c'était à la limite une créance douteuse. Alors là, j'avoue que comme tous les membres de l'Assemblée générale présents, on a un peu avalé notre salive de travers. On s'est retrouvé donc en fait devant le même problème que le bébé-bus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de financement structurel un peu soigné. Alors, parallèlement à ça, il y avait le fait que normalement, il y a une centrale régionale de mobilité et que clairement, pour le moment, le décret concernant cette centrale régionale de mobilité n'est pas sorti. Mais de toute façon, cette centrale régionale de mobilité ne donnera des subsides que pour l'information aux gens, pas le transport individuel à la demande. Voilà. Peut-être qu'on pourrait avoir la dia suivante. Alors, je vous ai proposé aussi de mettre 2 dias. Je ne vais pas m'étendre et je peux m'étendre dans une commission mobilité plus avant pour continuer à réfléchir sur cette situation. Donc, cette première dia indique le nom, la répartition géographique par provenance d'appel, donc qui appelle, hein. Donc, vous le voyez, sur 5825 appels, qui en fait couvrent 634 personnes, il y a 2240 qui viennent de Dinan. J'ai repris les chiffres de 2019 parce que 2020, c'était quand même l'année Covid, etc. Donc voilà, je n'ai pas voulu... Donc voilà, donc vous voyez qu'à cette époque-là, on avait Beaurain qui était toujours présent. Alors pourquoi faire beaucoup de soins de santé, des retours à des domiciles et des courses. Et comme vous le voyez, par rapport à leur travail de call center, la plupart des situations, c'était l'utilisation, bien sûr, de ce fameux taxi stop et une part non négligeable d'annulation. Et alors, la dernière dia que j'ai... Il y en a encore une? Oui, voilà. Et donc ici, on reprend les motifs de la demande. Donc, vous voyez la situation à Ivoire. Si on reprend dans le bas, il y a eu 496 déplacements sur un an. Ça, c'est les chiffres de 2020. Non, même de 2021. Oui, les plus récents. Alors, la proposition que nous vous faisons, c'est, bien entendu, nous allons payer la cotisation de cette année-ci. Donc, ça représente 50 centimes par habitant, donc 4003, bon, je ne peux plus vérifier le chiffre, mais à peu près, pour environ 496 déplacements qui sont faits. Et pour l'année prochaine, dans l'Assemblée générale, ça va être une Assemblée générale qui sera probablement un peu tournant, en voyant un peu comment la centrale régionale bouge, que va faire Ciris. Et donc, je propose que pour l'année prochaine, nous continuions malgré tout à prendre notre participation en 2022, que nous inscrirons ainsi à la modification budgétaire, en espérant y voir un peu plus clair l'année prochaine, fin de l'année, quoi, si ça existe toujours. Voilà notre proposition. Merci Chantal. Des questions, remarques? Alors, désolé, je n'ai pas vu l'ordre de main, donc je vais le prendre dans l'ordre dans lequel il s'affiche à mon écran. Je vois d'abord Thierry et puis Bertrand, mais après, si vous voulez changer entre vous, allez-y. Non, j'avais juste une question par rapport aux chiffres qu'on vient de voir. Comment est-ce qu'on peut expliquer une grande différence ainsi entre les appels venus d'en haut et d'Ivoire, par exemple, 657 à Ivoire et 1 à en haut? Oui, ben alors Thierry, donc en haut n'est pas dans Mobilis Sud. Et donc normalement, une personne qui sonne d'en haut, elle est d'en haut, donc monsieur, ils peuvent avoir une information, ça oui, mais pas un transport à la demande. Donc voilà, c'est pour ça. C'est pas... Oui, ok, parce que c'était un peu bizarre comme... Oui. Merci. Je t'en prie. Et Bertrand? Oui, ben, moi c'est juste pour rebondir sur la suggestion qu'on aborde le sujet en commission mobilité. Ben, oui, effectivement, Oui. parce que ça mérite qu'on mette une fois sur la table tous ces moyens alternatifs de mobilité.
Tu sais, Chantal, qu'on le demande depuis longtemps. Bon, avec les différents sujets qui sont abordés, je crois qu'on en a pour 4 jours lors de la prochaine réunion de mobilité. Ça fait quand même quelques mois qu'on ne l'a plus réunis. Mais donc, si on pouvait fixer rapidement une date, nous en serions ravis. Et tu sais qu'on tient à notre projet de bus et d'en discuter. Voilà. Oui, tu as tout à fait raison. Mais comme tu vois, voilà. Je ne concerte jamais assez, je l'ai entendu et réentendu. Je suis une femme de conviction, j'ai parfois un peu de mal avec un agenda entre la vie personnelle et professionnelle, comme dit mon mari. Bon, voilà, ça n'excuse rien, mais ça explique que, voilà. Mais oui, donc ça fait partie, j'aimerais d'ailleurs bien que ce sujet voilà, soit approfondi parce que ça pose beaucoup de questions. Voilà, je n'ai pas de réponse, mais ça pose beaucoup de questions. Merci. Je ne vois pas d'autres mains qui se sont levées. Je vous propose donc de passer au vote. Celles et ceux qui souhaitent s'abstenir quant à notre participation donc, à la centrale de mobilité Mobilicite pour 2021 peuvent lever la main. Je ne vois pas d'abstention. Les votes contre peuvent lever la main. Pas de vote contre non plus. C'est approuvé également à l'unanimité. Et nous arrivons maintenant dans 2 points assez similaires puisqu'il s'agit des dotations communales à la zone de secours, donc les pompiers d'INAFI, et à la zone de police de la Haute-Meuse pour 2022. Et je passe la parole à Patrick. Merci Alexandre. Donc, dans les 2 cas, on retrouve un petit peu le même type de phénomène ou de situation, à savoir que dans les 2 cas, bien, on a dû évidemment prendre en compte les indexations qui sont prévues. Donc, il y a eu une indexation ici en fin d'année 2021, une nouvelle indexation qui est prévue pour le mois de février-mars 2022. Et on sait déjà, sur base des prévisions du Bureau du Plan, qu'une indexation supplémentaire aura lieu probablement au mois d'août ou septembre 2022. Donc, ce sont évidemment des mouvements qui n'ont plus été vus depuis très très longtemps et qui ont immédiatement des impacts de plusieurs centaines de milliers d'euros, vu les masses salariales aussi bien au niveau de la zone de secours d'INAFI qu'au niveau de la zone de police. À côté de cela, dans les 2 cas, je pense qu'il y a un véritable souci de maîtriser les frais de fonctionnement, de les garder raisonnablement sous contrôle. Mais ce qui se passe, et c'est le cas donc aussi bien chez DINAFI qu'au niveau de la zone de police Haute-Meuse, c'est qu'on perçoit une instabilité certaine d'un certain nombre de subventions fédérales. Et donc, si on prend le cas de DINAFI, les subventions liées à l'aide médicale urgente ont connu une baisse relativement importante, puisque par rapport aux chiffres 2021, les chiffres qui sont attendus pour 2022 enregistrent une diminution de l'ordre de 800 000 € des subventions. Alors, DINAFI, évidemment, espère que ce chiffre sera revu dans les prochaines semaines et sera affiné, mais à l'heure actuelle, le budget de DINAFI a dû être établi sur base de cette diminution importante de la subvention, donc aide médicale urgente. Et donc, le fait que la province ait augmenté sa participation, sa dotation à la zone de secours, et l'augmentation est importante puisqu'on parle de 1,2 million à peu près, cette augmentation de la dotation par la province est en grande partie complètement mangée par la diminution de subsides au niveau du fédéral et aussi en partie par les augmentations attendues des frais de personnel. Donc le résultat des courses en ce qui concerne DINAFI, c'est tout simplement qu'on n'a pas pu provoquer une diminution de la dotation communale, contrairement à ce qui était espéré, du fait de l'augmentation de la dotation provinciale. Dans le cas de la zone de police, on a plus ou moins le même type de phénomène,
avec là aussi des subsides, notamment les subsides qu'on appelle NAPAP, qui concernent donc les pensions anticipées du personnel de police. Ces subsides, de l'ordre de 500 à 700 000 euros, ne sont plus prévus au budget 2022. Et donc là, évidemment, comme il n'y a pas d'augmentation d'un tiers ou qu'il n'y a pas d'augmentation donc des subsides via la province, ben, le résultat des courses, c'est une augmentation de la quote-part communale, de toutes les quotes-parts communales, de l'ordre de 4% par rapport à la quote-part ou à la dotation communale de 2021. Voilà en très grandes lignes les évolutions budgétaires pour ces deux zones. Merci Patrick. Y a-t-il des questions, remarques? Je vois Bertrand. Oui, Patrick, tu as déjà répondu à quelques questions, notamment pour les zones de secours. Est-ce que c'est peut-être un peu technique, mais on sait qu'il y avait un plan de personnel, une restructuration, mais positive, en tout cas une nouvelle méthode de déploiement du personnel sur la zone de secours est-ce que ça a été concrétisé? Quels sont les impacts, etc. Donc là, je parle de la zone de secours. Et concernant la zone de police, oui, effectivement, tout ce qui est lié aux dotations fédérales, bon, d'ailleurs, ça vaut pour les zones de secours aussi, mais les dotations aux zones de police sont aussi un gros souci. Et à un moment donné, je lance peut-être un appel ici aux élus qui sont aussi membres d'un parti politique pour relayer ces inquiétudes auprès de leur formation politique. Il y a notamment en matière de zone de secours la norme KUL que le gouvernement fédéral, la Vivaldi, a promis de revoir. La norme KUL, c'est un peu de jargon, mais enfin, c'est la clé de répartition des dotations fédérales à l'égard des zones et c'est ce qui aussi a une incidence par rapport aux dotations communale. Cette promesse, à l'heure actuelle, bon, la législature n'est pas terminée, mais elle n'est toujours pas devenue réalité. Or, ça a un impact significatif sur le fonctionnement des communes et provinces, et des communes ici en l'occurrence, parce que notamment cette dotation, elle nous impacte directement, alors qu'on pourrait peut-être en être un peu soulagé à un moment donné. La zone de secours, je rappelle quand même qu'il y a eu cette réforme imposée par le gouvernement wallon, donc imposée aux provinces, censée soulager les budgets communaux, mais finalement, il les soulage que partiellement. Enfin, il y a déjà eu une part de fait, mais pour le coup, ici, on a 4% d'augmentation, et donc, alors qu'on en aurait bien besoin pour équilibrer nos budgets et avoir d'autres investissements. Oui, juste une petite précision. Les 4%, c'est à la zone de police, pas à Dinafi. À Dinafi, en fait, la dotation à la zone de Dinafi est exactement la même que 2021. Oui. Là où mais elle devait baisser. Mais elle devait baisser. Voilà, exactement. Alors, pour répondre en tous les cas à une partie de ce que tu viens d'évoquer, Bertrand, effectivement, il a été prévu que l'ensemble des bourgmestres allaient effectivement envoyer un courrier commun au ministre en charge et au ministre responsable au niveau du fédéral, mais aussi au niveau de la région wallonne, pour rappeler un certain nombre d'engagements qui avaient été pris. L'engagement le plus clair, tu as évoqué la question de la norme KUL, mais il y a aussi le fait que le fédéral s'était engagé à supporter 50% de l'augmentation des coûts dus à la mise en place des nouvelles zones de secours et des nouvelles règles en matière d'organisation des secours. Et ça n'a jamais été véritablement mis en application. Et donc, ça fait partie effectivement du problème, incontestablement. En ce qui concerne la zone de police, comme je l'ai dit, la situation est un petit peu plus compliquée, même si là aussi, il y a des problèmes dans le suivi des subsides fédéraux et aussi un phénomène malheureusement qui se reproduit de temps en temps. Ce sont des décisions qui sont prises, qui sont concertées au niveau du fédéral pour la police fédérale, mais aussi automatiquement pour les polices locales. Et donc, c'est notamment le cas avec une question d'octroi de chèques repas au sein de la police, qui a évidemment un impact non négligeable pour une zone de police comme la nôtre. Donc voilà, oui, donc sensibiliser et réagir, oui, on a tout intérêt à essayer de le faire
un max. Merci. Je ne vois pas d'autres mains levées. On peut, de nouveau, je vous propose de procéder au vote pour les deux dotations, sauf si quelqu'un se signale pour exprimer son désaccord, mais je ne vois qu'une main se lever de nouveau. Et donc, nous allons passer au vote pour ces deux dotations. Celles et ceux qui souhaitent s'abstenir peuvent lever la main. Aucune abstention. Les votes contre. Aucun vote contre. Les deux dotations sont donc approuvées à l'unanimité. Et le point suivant, il s'agit d'un subside pour l'organisation de la Ronde de la Cervoise 2021 au syndicat d'initiative d'Ivoire. Je ne sais pas s'il y a des besoins d'informations complémentaires ou des questions. Oui, tout à fait. Bertrand avait bien réagi en disant, tiens, le subside Ronde de la Cervoise, il n'a rien à faire là où il était la fois passée. Et donc, ça explique le fait qu'on repasse le point pour que les choses soient faites dans les règles. Merci. Et je ne vois aucune main se lever, donc je vous propose de passer au vote. Les abstentions peuvent lever la main. Pas d'abstention. Et les votes contre? Pas de vote contre non plus. C'est approuvé à l'unanimité. Il nous reste l'ajustement des emplois vacants en matière de nomination pour les enseignants des écoles communales. Chantal? Oui, mais donc là, on a donc la secrétaire de l'enseignement a pris seulement au mois de septembre, donc après la dernière fois où on a voté la liste des enseignants prioritaires, que un membre du personnel avait pris sa pension et voilà, on a su ça un peu tardivement. Et donc, on en a parlé à la Copaloc et il a été demandé de faire les démarches auprès de l'administration pour voir si on pouvait en tenir compte pour pouvoir nommer plus rapidement une personne, un enseignant. Et donc, oui, et c'est ainsi, c'est pour ça que ici, on vous demande de voter pour l'ajustement des emplois vacants qui intègrent alors cette place qui s'est libérée et qui permettra de nommer un enseignant primaire supplémentaire, non prévu. Voilà. Merci pour les précisions. Des questions? Eh bien, on passe au vote. Celles et ceux qui souhaitent s'abstenir. Pas d'abstention. Les votes contre? Pas de vote contre non plus. C'est donc ajusté à l'unanimité. Et nous arrivons maintenant au point introduit par le groupe EPI. Et je suppose que c'est à Bertrand que je passe la parole. Tu supposes bien, Alexandre, merci. Donc, on souhaite revenir sur le dossier de la salle de Mont, donc, qui a fait l'objet d'une réunion avec les villageois la semaine dernière, déjà la semaine avant d'ailleurs. Une réunion au cours de laquelle le collège a indiqué qu'il allait rentrer donc une nouvelle demande de permis pour construire cette fameuse salle, cette maison rurale, mais un permis qui sera désormais d'urbanisme. Alors, ce n'est pas sans conséquence puisque, d'une part, ça empêche les riverains d'intenter un recours auprès du gouvernement wallon, puisque la seule possibilité de recours, si nos sources sont exactes, ça sera le Conseil d'État. Et deuxième conséquence, c'est l'interdiction d'y diffuser de la musique amplifiée. En tout cas, c'est une des raisons invoquées lors de la réunion. Alors, les commentaires donnés en séance, à nos yeux, manquent en tout cas de précision quant à ce qui sera possible ou non, et surtout aux conséquences que ça va entraîner, à la fois pour les gestionnaires, mais aussi pour les occupants potentiels. Et donc, est-ce que le collège pourrait-il nous indiquer précisément, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus, quelles sont les activités qui seront organisées dans cette salle? Un anniversaire à 50 personnes avec une sono, forcément un événement ou un souper de village à plus de 150 personnes, parce qu'on sait que c'est la norme. C'est le fameux palier des 150 personnes qu'on a compris. Voilà, des informations qu'on a pu glaner, notamment auprès de la région wallonne, semblent un peu contradictoires. Et donc, par rapport à ce que vous émettiez, quels sont précisément ce qui va pouvoir être fait? Je pense qu'à la fois pour les villageois, les riverains concernés, mais aussi le futur comité de gestion, c'est important de l'indiquer. Voilà. Merci Bertrand. Donc, premier point à rappeler, c'est que lorsque le premier projet
de maisons de village a été introduit en 2017-2018, il a été sous la forme d'un permis d'urbanisme aussi. Bon, comme je l'ai déjà dit, là, il s'agissait pourtant clairement d'une maison rurale qui avait une dimension plus clairement encore orientée vers salle de fête, avec scène, scénographie, etc. Donc ça, c'est une première remarque que je voulais simplement formuler. On peut se dire, bon, on aurait peut-être dû le faire autrement à l'époque, etc. Mais plus fondamentalement aussi, je voudrais quand même redire que la totalité, je pense, des salles qui existent aujourd'hui dans l'entité, à l'exception d'une salle privée ou l'autre, sont des salles communales qui ne disposent pas d'un permis d'environnement non plus. Donc, pour prendre un exemple qui est tout à fait illustratif, la vieille ferme à Godine, qui est une très belle salle de réception, où on organise régulièrement des festivités de mariage, etc., est en fait un endroit qui n'a pas, strictement parlant, un permis d'environnement. Tout ceci étant posé, la loi ou le code de l'environnement est effectivement un petit peu particulier dans le sens où la règle, si l'on s'en tient donc strictement au pied de la lettre du code de l'environnement, c'est que si on a une infrastructure dans laquelle on peut héberger plus de 150 personnes et qu'à un moment donné, on estime qu'on va y diffuser de la musique amplifiée électroniquement, on doit normalement avoir une procédure de permis d'environnement. Ça, c'est ce que précise le Code de l'environnement. Et donc ici, dans le cas de la Maison rurale de Mont, de manière très concrète par rapport aux exemples que tu cites, la première chose à dire, c'est que la salle, la Maison rurale de Mont, est conçue de telle sorte que les nuisances sonores soient le plus limitées possible pour le voisinage. Alors, je rappelle que ça, c'est lié à la configuration de la Maison rurale de Mont qui est semi-enterrée en direction du quartier habité. Et d'autre part, c'est aussi un objectif qui est atteint par la configuration de la forme du toit, de la forme des plafonds, qui a pour vocation d'atténuer grandement l'impact donc des nuisances sonores. Troisièmement, la Maison rurale de Mont sera équipée des équipements qui permettent effectivement de couper automatiquement le son lorsqu'on dépasse un certain nombre de décibels, etc. Donc, la conclusion, à mon avis, et ça n'engage que moi, mais la conclusion, à mon avis, c'est que pour des activités relativement classiques, un anniversaire, comme tu le disais, avec 50 ou avec 70 ou 80 personnes, des gens qui sont attentifs à limiter effectivement les nuisances sonores, on devrait, à mon avis, se retrouver dans une situation qui ne devrait pas impliquer l'introduction d'une demande de permis d'environnement. Ce qui a été dit, c'est que lorsque on arrive à la bonne saison, et quand on parle de la bonne saison, on parle de la bonne saison pour les grosses festivités montoises, 21 juillet, kermesse, etc., ben, il est probablement intelligent d'introduire une demande de permis d'environnement temporaire pour une période de 3 mois qui permettra effectivement de manière beaucoup plus officielle d'avoir des activités probablement un petit peu plus bruyantes. Et donc, la conclusion, c'est de dire, voilà, si cette maison rurale, comme on le souhaite, est gérée comme une maison rurale, comme une maison des associations, avec des représentants des riverains, avec des représentants des gens du village, qui sont attentifs à ne pas créer de nuisances inutiles, eh bien, on ne devrait pas avoir de soucis particuliers. Et lorsque on va vers des organisations qui sont effectivement un petit peu plus
risqué sur le plan des nuisances sonores, on introduit effectivement ce permis ou cette demande de permis d'environnement. Est-ce que ceci répond à la question? Ah, ça clarifie effectivement un peu les choses. Donc, pour évidemment qu'on soit bien clair, ça veut donc dire que la vingtaine de locations à titre privé que l'école enregistre annuellement, hors période Covid, hein, ça s'entend, mais ça veut donc dire qu'un des objectifs de cette nouvelle salle, qui était de libérer l'école de toute une série d'activités d'ordre privé, familial, j'en passe et des meilleurs, ou même associatif montois, pourra donc être hébergé dans cette nouvelle salle. Là, on est bien d'accord, moyennant le respect du voisinage, moyennant une limitation du bruit, mais il y a des équipements limiteurs des décibels qui sont prévus dans le cahier des charges de la salle. Donc, tout ça va dans le bon sens, mais donc, ces événements, cette vingtaine d'événements pourront déménager de l'école vers la nouvelle salle sans objection. Mais alors, bon, ça a un côté rassurant pour ces futurs locataires, mais aussi pour le comité de gestion, parce qu'on sait que toute une série, enfin, ces locations à titre privé, ces locations familiales, génèrent les recettes indispensables pour la survie et l'équilibre budgétaire des comités de gestion. Donc ça, c'est positif, ça clarifie les choses. D'autre part, par contre, c'est que nous, on vous encourage à néanmoins, en tout cas, bien analyser la situation, parce que selon des informations reçues ce matin du département environnement du SPV, je le disais tout à l'heure, mais il semble que le seul argument de la capacité de la salle, en l'occurrence 150 personnes minimum, et ici avec une salle qui fait 240 ou 250 mètres carrés, la capacité de facto rencontrée, cette seule condition suffit à exiger un permis d'urbanisme, un permis d'environnement, donc permis unique. Et je cite les propos du directeur en question qui dit que le seul cas où il y aura un simple permis d'urbanisme et une déclaration environnementale est celui où la capacité d'accueil de la salle est inférieure à 150 personnes avec ou sans sono fixe. Donc le fait, dans tout son mail, etc., mais le fait d'avoir une salle qui n'est pas équipée de manière permanente avec une sono est un argument, mais sa simple capacité justifierait, selon les propos reçus, justifierait qu'on rentre un permis unique pour être tout à fait en légalité, parce qu'après, il peut y avoir des sanctions, et ça serait dommage d'exposer à la fois les gestionnaires, mais aussi les utilisateurs à d'éventuelles sanctions. Donc nous, on vous invite vraiment à vérifier ces procédures avant de rentrer un permis qui ne serait pas le plus adéquat. Et je termine, Patrick, avec le fait que tu l'as d'ailleurs souligné dans ton intervention, mais c'était la dernière phrase de la mienne ici, c'est qu'on est inquiet, et là, excusez-moi, mais je parle un peu pour ma chapelle purnaudoise, puisque le complexe sportif s'apprête à être agrandi, avec une salle de réception de 166 mètres carrés, et donc on dépasse aussi la norme des 150 personnes. Or, nous, on a très clairement besoin de ces locations à titre privé, d'une diffusion occasionnelle de musique sans embêter le voisinage, mais ça s'est toujours très bien passé à Purnode et nous n'avons pas de grande levée de boucliers comme on peut le constater à Mont, alors que la salle est au plein cœur du village. Mais par contre, on ne souhaite pas être embêté à un moment donné avec ces normes-là. Et donc, on aimerait bien, on sait qu'il n'y a qu'un permis d'urbanisme qui a été demandé pour Purnode, mais peut-être que c'est l'occasion de se mettre en règle un peu partout à ce niveau-là, sachant que le but, ce n'est pas de développer de nouvelles activités, mais de se mettre en conformité avec la réglementation. Merci. Mais nous vérifierons ce point. On l'a déjà vérifié puisque le service urbanisme, les informations qu'on a ici, proviennent du service urbanisme qui avait revu le code de l'environnement, etc., etc. Donc voilà, mais oui, merci pour la remarque et on sera attentif effectivement à ne pas se mettre en porte-à-faux par rapport à une législation quelle qu'elle soit. Eh bien, merci Bertrand pour l'interpellation et les réactions. Ceci nous amène à la fin de la partie publique de ce conseil communal. Et donc, je tiens à remercier les 33 personnes qui nous suivent encore en live de leur intérêt, à leur souhaiter à toutes et à tous de joyeuses fêtes malgré les conditions. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Et de finir en vous disant que le prochain conseil communal aura lieu le lundi 31 janvier
2022 à 20h. Et avant de clôturer l'enregistrement et la diffusion Facebook, je vais me faire l'interprète du collège, de la direction générale, du CPS comme de la commune, pour souhaiter à nos courageux internautes, spectateurs, d'excellentes fêtes de fin d'année et un très bon début 2022 déjà. Voilà, une bonne soirée à tous et à toutes. Je vais arrêter l'enregistrement et en 2022, on se retrouve, si Dieu le veut, comme disait l'autre. Voilà.